Chers élèves, bonjour. Bienvenue. Bon, alors, première remarque générale, je constate que vous êtes de moins en moins à suivre ces productions audio. Voilà. Alors évidemment, ceux qui m'écoutent, on va pas leur reprocher d'écouter, et ceux qui ne m'écoutent pas ne l'entendent pas. Voilà. Donc en fait, je compte sur ceux qui écoutent pour transmettre l'information à ceux qui n'écoutent pas. Voilà. En fait, on se demandait quels critères d'évaluation on pouvait mettre en place dans ce type de situation. Il y en a un qui est très simple. Moi, je vais vous mettre une note sur le fait que les cours sont recopiés dans le cahier ou pas. Donc c'est facile d'avoir une super bonne note et donc un super bon troisième trimestre déjà grâce à cela. Les modalités, je vous les donnerai plus tard. Alors le but, c'est de faire circuler l'information aux autres. J'enverrai aussi un message en ce sens. Reste que pour l'instant, plus d'un élève sur deux continue à minima à se connecter au moins une fois pour suivre le cours, et même s'il n'en restera que 5 ou 6 à la fin, ceux-ci méritent d'avoir un cours de qualité, et donc je continuerai ce travail jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à ce que le ministre me demande de continuer à le faire. Sinon, je préparerai tout seul de mon côté les cours. Parce que de toute façon, il faudra bien les faire. Si ce n'est pas cette année, ce sera la prochaine année. Bon, alors, pour les E3C, autre petite intrusion ici. Bon, pour les E3C, voilà, je sais pas comment ça va se passer. Ça me semble de plus en plus compliqué. Il faut savoir que les concours de recrutement des professeurs ou des grandes écoles qui devaient normalement avoir lieu pendant le mois de mars, là, eh bien, ont été repoussés à juin-juillet. Voilà. Et juin-juillet, c'est parce que c'est difficile de faire plus tard, étant donné que la rentrée a ensuite lieu en septembre. Donc, ils se sont donné cette date-là, et si jamais ils peuvent pas le faire à cette date-là, alors là, ça va devenir compliqué. Donc, pour la reprise, on ne sait pas quand elle sera, et quand elle aura lieu, eh bien, vous en saurez plus. Voilà, donc, nous allons attaquer la suite du programme. Et la suite du programme, c'est l'axe 1. Axe 1, on note dans nos cahiers les grandes révolutions techniques de l'information. Tout est dans le cahier de texte, bien sûr, comme à chaque fois. Vous avez ici toute une série de diapositives, vous avez des vidéos qui vous permettent d'aller plus loin sur certains points, et une fiche que vous retrouverez dans le cahier de texte électronique. On attaque par le jalon 1, l'information imprimée, de la diffusion de l'imprimerie à la presse à grand tirage. Notre problématique, quelle est-elle? Comment la presse écrite est-elle devenue un média de masse? Voilà, c'est dans le cahier de texte encore, je ne vais pas répéter 8 fois le titre, et puis il y a encore d'autres choses à noter évidemment, hein. La révolution de l'imprimerie, c'est notre petit 1, la révolution de l'imprimerie, et le premier point, le lent développement de l'écrit. Bon. Pour parler du lent développement de l'écrit, on va pas revenir sur une histoire de l'écriture, c'est pas l'objet ici de l'enseignement que je vous donne, mais bon, si on fait un petit retour dans le temps quand même, les plus anciennes formes d'écriture qu'on ait, elles sont aux alentours de moins 3000 avant Jésus-Christ. En fait, au début, l'écriture, c'est des petits signes qui vont petit à petit, des pictogrammes qui vont petit à petit se transformer en symboles, qui vont être notamment utilisés dans l'écriture dite cunéiforme. Donc ces transformations des pictogrammes vers les cunéiformes, l'écriture cunéiforme dans des tablettes qu'on a retrouvées notamment en Mésopotamie, parfois chez des brasseurs qui s'en servaient pour relater leur comptabilité, eh bien vous les avez dans vos diapositives 1 et 2. La diapositive numéro 3, elle renvoie ici à un papyrus égyptien de l'Égypte ancienne, où là l'écriture n'était pas gravée dans de la terre, qui était cuite ensuite, mais on était sur du papyrus. Une des premières formes du papier. Et puis le document 4, lui, alors donc dans vos cahiers vous avez noté que les plus anciennes formes d'écriture datent de moins 3000 avant Jésus-Christ.
et puis qu'il y a une révolution qui s'opère, et c'est ce que montre la diapositive numéro 4, c'est l'invention de l'alphabet aux alentours de moins 1200, moins 1000 avant Jésus-Christ, si on va faire large à la fourchette. Donc, avec l'alphabet mis au point par les Phéniciens, il y a quand même une première révolution qui s'opère. Première révolution parce qu'avant, quand on est sur l'écriture cunéiforme, chaque symbole a un sens. Même chose avec les hiéroglyphes, chaque hiéroglyphe a un sens. Si on allait jusqu'en Asie, avec l'écriture chinoise, le mandarin, on aurait la même chose. Et donc il y a des spécialistes de l'écriture à l'époque qu'on appelle des scribes, S-C-R-I-B-E-S. Bon, et avec le développement de l'alphabet finalement, qui n'a que 26 lettres et qui permet par association de produire des sons, eh bien ça devient plus facile d'écrire. L'alphabet, c'est une vraie révolution dans l'écriture. Évidemment, il ne va pas d'un coup y avoir 8000 personnes. C'est une allégorie, 8000, j'aurais dû utiliser autre chose, mais ça va pas d'un coup multiplier de façon considérable le nombre de gens qui sont capables de le faire, mais c'est déjà plus facile. Il y a de plus en plus de spécialistes finalement de l'écriture qu'il n'en y avait à l'époque des scribes. Bon, reste, et ça c'est ce qu'il faut noter dans votre cahier, c'est que reste que l'écriture, ça reste réservé à quelques spécialistes. Et ces spécialistes, ils ont souvent à voir avec le monde religieux, avec l'Église, qui a un grand E ici, en tant qu'institution religieuse. Pourquoi ? Parce que les premiers textes religieux vont être liés à un clergé qui va se développer à partir du moment où le christianisme va se diffuser dans l'Empire romain. Évidemment, il y a eu donc là ça sera le latin, mais il y a eu d'autres formes d'écriture et de texte avant. Alors, ensuite on passe au Moyen-Âge. Et là, pour le Moyen-Âge, je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai mis dans le cahier de texte, qui est extrait de Télématin, donc je vous laisse regarder cette vidéo. Il n'y a pas besoin de la regarder en entière. Si vous regardez 3 minutes 15 à 7 minutes 1, ça suffira largement. Donc, pour la vidéo, c'est parti. Voilà, alors, que retenir ? On peut retenir qu'au Moyen-Âge, on est dans l'ère, attention pas A-I-R-E, mais dans l'ère E accent grave R-E, dans l'ère des moines copistes. Copistes, c'est qu'ils font des copies, C-O-P-I-S-T-E-S. En fait, ils font quoi les moines copistes ? Eh bien, ce sont des moines qui recopient à la main, sur des parchemins, des livres. Et évidemment, comme ils le font à la main, le coût du livre, il est important. Pourquoi ? Parce que le temps de travail, il est long. Vous avez pu voir sur cette vidéo que le travail, il est soigné. On n'écrit pas un livre rapidement déjà en soi, mais alors quand il faut graver quand il faut écrire une à une les lettres avec de l'encre sur une peau de bête, évidemment, le temps de travail, il est long. Ensuite, ça doit en général un travail artistique, c'est-à-dire qu'il y a une reliure qui est faite des pages, des enluminures, des dessins qui viennent illustrer la page. Alors évidemment, la qualité des reliures et des enluminures, elle est liée à la personne qui commande le livre et à sa richesse. Mais forcément, le coût d'un livre, il est important. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que le livre, les premiers livres, ça reste des objets de luxe qui coûtent très très cher. Pour comparer, le prix d'un livre de l'époque, c'est le prix d'une maison aujourd'hui, pour faire simple, d'une petite maison par rapport au niveau de vie des habitants. Bon oui, les spécialistes diront que je généralise un petit peu, ou que je vulgarise un petit peu trop, c'est vrai, mais c'est pour vous rendre compte que c'est pas la portée économique déjà de tout le monde. Alors, deuxième point, on passe maintenant à une soif d'information. Une soif d'information. Restons dans la transition avec la diapositive numéro 6 où on a une enluminure qui date du XIIIe siècle. Cette enluminure, elle représente un colporteur. Le colporteur, il fait quoi ? Le colporteur, c'est une sorte de commerçant qui va de village en village, de ville en ville ou de village en ville. Bref, vous avez compris, le colporteur, il a un rôle
essentiel dans la transmission de l'information. Et l'information principale qu'il transmet, il la transmet de façon orale, avec les limites qu'on a déjà évoquées dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il colporte aussi des rumeurs, colporteur, il colporte, et il colporte des rumeurs. On est ici dans des représentations que vous avez déjà normalement en tête sans forcément les avoir déjà reliées à des personnes précises. Alors les colporteurs, ils rapportent aussi les chansons qui chantent de village en village avec des petites déformations, des contes, etc. Le colporteur, c'est celui qui raconte aussi. Et puis, il transmet aussi des informations écrites par l'intermédiaire des lettres. C'est le canal officiel, entre guillemets, l'autorité. Bon, le problème principal pour la transmission de l'information, il est donc lié à la circulation de transport. Le temps de déplacement, de transport, est une limite à la diffusion de l'information. Dans les villes, à la fin de l'époque médiévale, enfin à la fin j'exagère un peu, mais à partir du XIe siècle, on a dans les villes le développement de la bourgeoisie, les habitants du bourg qui vont petit à petit s'enrichir, qui vont devenir des personnes plus importantes économiquement que les autres. Et cette bourgeoisie, elle va se former aux lettres, apprendre à lire, à écrire, et elle va être consommatrice d'informations. Pourquoi ? Parce qu'elle sait lire, et elle veut des informations, elle en est consommatrice. On peut ajouter que cette bourgeoisie, elle est aussi parfois productrice d'informations. C'est-à-dire que ces gens qui savent lire et qui savent écrire, eh bien parfois, ils vont tenir ce qu'on appellerait aujourd'hui des petits cahiers, des journaux personnels, dans lesquels ils vont écrire la vie de leur famille, ou la vie de leur ville ou de leur village, entre guillemets. Alors village, j'exagère un peu, mais à Venise, on a ainsi des auteurs qui vont écrire leurs chroniques, qui vont écrire les chroniques de la ville et ce qui est en train de se passer, en marquant tel jour, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et ces documents, ils servent aujourd'hui aux historiens. Donc on retient que dans les villes, on a un développement de la bourgeoisie, une bourgeoisie qui est consommatrice d'informations. Pourquoi ? Parce qu'elle sait lire, et puis comme elle sait aussi écrire, parfois elle est productrice elle-même de ces informations. Et puis il faut ajouter que dans les grandes villes, eh bien dans les grandes villes, on a aussi des étudiants qui veulent devenir des avocats, des juristes, des métiers qui sont en développement dans les villes d'Italie avec le développement du commerce. Eh bien il faut rédiger des contrats, par exemple pour les armateurs qui affrètent des bateaux et qui vont se mettre à plusieurs pour partager les frais. Donc il faut partager, mutualiser entre guillemets l'investissement, les pertes, etc. Et donc il faut rédiger des contrats, on a besoin de juristes. Et ces juristes en devenir, qui sont étudiants, eh bien ils ont besoin de livres. Il y a donc une demande en livres. Et puis on peut ajouter que derrière cette soif d'information, il y a aussi le pouvoir politique qui va essayer de mettre en place des structures pour diffuser cette information, améliorer sa circulation. C'est le cas par exemple avec la création de la Poste. Le but de la Poste ici, des relais de poste, était de permettre à l'information de circuler plus rapidement. Dernier point pour finir ce petit 1. Gutenberg et la laïcisation du livre. Alors, pour parler de Gutenberg, on a déjà évoqué la figure de Gutenberg dans l'introduction, et du fait qu'il met au point une technique, et qu'il n'est pas le créateur de tout le processus de A à Z, mais plutôt celui qui va le rendre intelligent et effectif, et mettre au point une technique. Je vous laisse regarder la vidéo qui est jointe au cahier du texte. Vous avez un lien à copier-coller dans votre navigateur pour pouvoir le consulter. Donc cette vidéo sur Gutenberg qui ne dure pas très longtemps, 4 ou 5 minutes maximum, je vous laisse maintenant la consulter. Voilà, donc vous avez compris qu'au milieu du XVe siècle, Gutenberg met au point la technique de l'imprimerie. Là, on est dans le rappel de quelque chose qu'on a déjà vu dans l'introduction, mais qui doit être rappelé. Gutenberg, il part pas de rien. Finalement, il reprend la technique de la presse qui existe déjà. Et puis,
l'idée de Gutenberg, c'est d'utiliser des caractères mobiles qui sont en fer. Donc il faut savoir que les Coréens, comme les Chinois, depuis le 8e siècle, ils utilisaient déjà des caractères mobiles, sauf qu'ils étaient en général en terre cuite ou en bois, et la qualité de l'impression n'était pas exactement la même. Bon, l'avantage ici avec les caractères en acier et la technique qui est mise au point par Gutenberg, c'est que ça va beaucoup plus vite, et le produit fini, il est très lisible. Et ça change tout. Alors du coup, quand on s'intéresse au document 1 de la fiche, on se rend compte que la première conséquence, c'est la multiplication du nombre de livres. Alors, pardon, ça c'est pas dans le document, mais on peut noter que les livres qui sortent des ateliers, ils vont être plus nombreux. On va y revenir juste après. Mais surtout, ces livres, ils sortent du contrôle de l'Église. Rappelez-vous, jusqu'à présent, l'essentiel des livres, ils sortaient de la production de moines copistes, et indirectement, l'Église, elle avait sa main sur ces productions, la capacité de les contrôler. Et bien là, en lisant le rapport du pape Innocent VIII, vous voyez que le pape, il s'inquiète quand même de cette disparition du rôle de l'Église dans le contrôle du livre. La part des livres religieux produites elle-même, elle va être de moins en moins importante. Ça mérite d'être écrit. Fin de contrôle de l'Église. Et puis le poids des livres religieux dans la totalité de la production, il est de moins en moins important. Cependant, il reste encore conséquent. Par exemple, au XVIe siècle, on a encore près de 60% de la production de livres qui est liée directement à un contenu religieux. En parallèle, il faut lier tout cela au développement de l'humanisme, comme vous avez pu l'étudier l'année dernière en seconde. C'est-à-dire que les humanistes, ils sont attirés par les textes classiques, les textes anciens, en grec, en latin, en hébreu, et ces textes, ils veulent les traduire en langue vernaculaire, la langue que les gens parlent dans la vie de tous les jours, pour les rendre accessibles, ces connaissances, au plus grand nombre. Et donc ils vont chercher à les traduire, à les publier, à les imprimer, pour qu'ils soient très largement diffusés. Et ces livres, ce sont, pour certains, des livres religieux. Quand on parle des livres de Platon, d'Aristote, on est sur des livres qui sont considérés comme profanes pour l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église ne trouve pas un intérêt dans ces livres, mais ce ne sont pas des livres religieux au sens strict du terme. Donc, cette idée du parallèle avec l'humanisme, elle doit figurer dans votre trace écrite. Mais bon, on l'a dit, l'autre intérêt de l'imprimerie, c'est qu'elle va réduire le coût du livre, ce qui va avoir évidemment des conséquences. Petit 2, maintenant, nous écrivons dans nos cahiers le développement de l'imprimé. Et pour parler du développement de l'imprimé, évidemment, il faut attaquer le premier point, le développement du livre. Gutenberg met au point une technique, mais il va pas la breveter, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont utiliser les mêmes techniques que lui. Se multiplient donc les ateliers d'imprimerie, qui vont très rapidement se diffuser dans la totalité de l'Europe, et pas seulement, entre guillemets, entre Londres et Rome, pour reprendre les itinéraires d'Erasme. On va retrouver à Séville des importantes, on va retrouver à Francfort-sur-l'Oder, donc à l'est de l'actuelle Allemagne, on en retrouve au Danemark, dans l'actuelle Pologne. Donc on est ici sur une diffusion très importante de ces ateliers d'imprimerie, ce qui fait que il y a de plus en plus de livres produits. Alors quelques données numériques pour que vous compreniez bien en quoi ici c'est une révolution. Au Moyen-Âge, la production de livres, elle se limitait à quelques milliers. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, c'est-à-dire juste ici en un demi-siècle, par rapport à la totalité de la longueur du Moyen-Âge, ce sont 12 millions d'imprimés qui sortent des ateliers. 12 millions. On est
sans aucune comparaison dans le rapport de publication. Le paradoxe, c'est pas un paradoxe, mais il faut rapporter ce nombre d'imprimés au nombre de lecteurs. C'est-à-dire que les 12 millions d'imprimés de la deuxième moitié du XVe siècle, ils sont imprimés pour un nombre de lecteurs en Europe qui s'approche des 2,3 millions. Dans une Europe qui compte à l'époque 100 millions d'habitants à peu près. Donc, on imprime plus que le nombre de lecteurs. Et ça, c'est une révolution. Il y a profusion d'écrits par rapport au nombre de lecteurs, alors qu'auparavant, il y avait plus de lecteurs que d'écrits. On est passé d'un extrême à l'autre, entre guillemets. Bon, ne perdons pas de vue non plus que cette diffusion, elle s'arrête pas à l'Europe. On est dans une Europe qui va découvrir le nouveau monde, qui se lance dans les grands voyages, et cette imprimerie, elle va aussi gagner les autres continents. On va avoir des ateliers d'imprimerie en Amérique, on va avoir des ateliers d'imprimerie en Inde, aux Philippines, etc. Donc, on a une diffusion ici de l'imprimerie. Le développement du livre, il a d'autres conséquences. La diapositive numéro 9, ici, elle revient sur les thèses de Martin Luther. Martin Luther, vous l'avez vu l'année dernière, il est le producteur d'une nouvelle réforme religieuse. Eh bien, cette réforme religieuse, elle est portée aussi par l'invention de l'imprimerie. En fait, les écrits de Luther, c'est-à-dire que Luther, il n'a pas écrit que les 95 thèses. Luther, il a écrit plein de petits livres, donc pas des gros livres de 300 pages, on est sur des livres qui font 15, 20, 25 pages à l'époque. Et ces 30 livres, ils se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment porté par l'imprimerie et elle va diffuser ses idées. Martin Luther lui-même, à propos de l'imprimerie, il a déclaré quel est le plus grand et le plus extrême acte de la grâce divine par lequel se propage l'influence de l'évangile. Donc, vous voyez, même pour lui, c'est divin, entre guillemets. C'est Dieu qui lui a permis d'accomplir sa mission pour Martin Luther. Bon, qu'est-ce qui mérite d'être retenu au travers de cet exemple de Martin Luther? C'est que les ateliers, ils ont un rôle majeur dans le développement des idées. Et l'exemple des publications en Allemagne des idées de Martin Luther et de la diffusion du protestantisme, elle en est une illustration. Qu'est-ce qui est imprimé également? Eh bien également des textes d'information. Des textes qui rapportent des nouvelles ou ce qu'on appellerait parfois des événements. Il s'est passé quoi? On raconte aux gens ce qui s'est passé. Et à ce petit jeu-là, entre guillemets, il y a un Français, Théophraste Renaudot. Alors Théophraste, comme Théo de théologie, T-H-E accent aigu O, P-H-R-A-S-T-E, voilà, Théophraste. Vous avez un prénom qui sort du commun pour appeler votre futur enfant, ou pas. Et son nom de famille, c'est comme le prix Renaudot, R-E-N-A-U-D-O-T. Oui, le prix Renaudot est un prix décerné à un auteur tous les ans. Et Théophraste Renaudot, en 1631, il lance la Gazette de France. Et la diapositive numéro 10 illustre justement ce propos avec un extrait d'une Gazette de France qui date pas de 1631, mais qui vous montre à quoi pouvait ressembler une gazette à l'époque. Bon, pour faire plus simple dans la trace écrite, donc on retient qu'au XVIIe siècle se développent donc des gazettes. G-A-Z-E-D-T-E-S. En fait, ce sont des périodiques qui sont consacrés à l'actualité, qui racontent ce qui se passe. Le deuxième point, le contrôle de l'information. Pour les rois, contrôler la diffusion des informations, ça devient rapidement un enjeu. Et l'un des moyens de contrôler ces diffusions, c'est d'exercer une censure, d'empêcher
à certaines publications d'exister. Le moyen de le mettre en place, c'est la création de la librairie. La librairie, elle fait quoi? Elle vérifie les manuscrits avant d'autoriser leur publication. C'est un contrôle qui est efficace à Paris. Pourquoi? Parce que les imprimeurs libraires, ils vont être les seuls autorisés à publier des livres inédits. Inédits, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été publiés jusque-là. C'est ça, inédit. Les libraires de province, ils vont contourner le système. Comment ils vont contourner le système? En fait, ils vont faire des copies, ils vont faire des contrefaçons des livres qui sont publiés à Paris. C'est-à-dire qu'ils vont pas respecter le monopole parisien, ils vont dire nous aussi on veut gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, leur technique, ça va être de faire comme si les livres qui étaient sortis de leur presse étaient des livres qui avaient été fabriqués à Paris. Ce sont des contrefaçons. Et puis il y a le cas des livres interdits. Le livre interdit, vous pouvez pas le publier, il est interdit. Alors pourquoi il est interdit? Il est interdit parfois parce que son contenu est politique et il ne plaît pas au pouvoir en place, ou parce qu'il est pornographique. C'est-à-dire qu'on considère que son contenu ne doit pas arriver à la connaissance des gens, et pas pour des raisons politiques, pour des raisons d'ordre moral. Et là, on va souvent passer par des imprimeries qui sont dans des pays frontaliers. Et la Suisse, avec les imprimeries de Bâle, de Neuchâtel, par exemple, vont servir largement à la diffusion de ces publications interdites. C'est-à-dire qu'on va imprimer là-bas, et puis on va ensuite les faire venir en France, puisqu'on n'a pas le droit de les publier en France. Vous voyez comment on essaye de ruser, entre guillemets, ici, pour passer au travers de ce contrôle de l'information que met en place le pouvoir en place. Alors, dernier point de ce petit 2, le dernier point, le rêve des Lumières. Pour les Lumières, il y a la volonté de faire triompher la raison. Faire triompher la raison, ça passe par la libéralisation de l'individu et de la critique de l'ordre social. Le tout étant justifié pour les Lumières au nom des droits naturels de l'être humain. C'est-à-dire que les Lumières, ils croient aux droits naturels de l'être humain. Il y a une forme d'essentialisme ici. Bon, on va pas faire de la philosophie de bas étage, mais les Lumières, ils ont cette volonté de faire triompher la raison. Et certains d'entre eux, enfin, pas certains d'entre eux, mais dans cet héritage des Lumières, on a un projet de fusion des connaissances et du relais de la philosophie des Lumières avec les sciences classiques. Cette fusion de tout cela, elle est conduite par un projet, c'est le projet de l'encyclopédie. La diapositive 11 illustre bien, puisque c'est une illustration, c'est une photographie de l'encyclopédie. Cette encyclopédie, elle est produite par Diderot, D-I-D-R-O-T, et d'Alembert. Alors attention, d'Alembert, c'est D minuscule dans l'absolu, avec ensuite, voilà, je perds mes mots, donc D apostrophe, Alembert, et cette fois on met la majuscule sur Alembert, donc A-L-E-M-B-E-R-T. Le problème que rencontrent Diderot et d'Alembert, c'est que le projet il est condamné d'abord par la couronne, qui critique le projet, qui ne veut pas le voir aboutir. Même chose pour l'Église. Les connaissances, c'est le domaine de l'Église et c'est pas le domaine des hommes. Bon, néanmoins, ce projet, il va être mené jusqu'à son bout, malgré les difficultés que met dans les jambes de Diderot et d'Alembert l'Église et la couronne. Et puis, très vite, on arrive en France, du moins à l'époque de la Révolution française. Et dans la Révolution française, va naître de la Révolution française la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en août 1789. Et dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous le savez déjà tous, est inclus l'article 11.
Et qu'est-ce qu'il y a dans l'article 11 ? La liberté de publier. On a le droit de publier. Donc ici, on est dans une libéralisation du processus de production des ouvrages. Alors ce qui est intéressant, c'est de pas nous contenter ici du cas français, on peut traverser la Manche. De l'autre côté de la Manche, la liberté de la presse, elle est reconnue et elle existe depuis 1695, depuis la fin du XVIIe siècle. Et puis, si on traverse l'océan Atlantique cette fois, eh bien, outre-Atlantique, on peut noter qu'est créé le Times, T-I-M-E-S, en 1788, avant cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Révolution française. Alors, il est temps d'attaquer la dernière partie, petit 3, la naissance de la presse. Premier point, la démocratisation de l'information. Après la Révolution, c'est le retour à des périodes de censure. Napoléon Ier, d'abord, et puis on a la Restauration, le retour de la royauté, qui va censurer elle aussi les publications, et puis arrive le Second Empire, qui va lui aussi censurer l'information, après la brève existence de la Deuxième République. Et puis tout cela prend fin en 1870 avec la défaite de Sedan, et va naître, après l'épisode de la Commune, la Troisième République. Or, la Troisième République, elle va ressusciter les idées révolutionnaires. C'est leur résurrection à ces idées révolutionnaires. Et ça a une première conséquence, c'est-à-dire qu'on va restaurer, entre guillemets, on va revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et rendre possible l'article 11. Alors pour approfondir cette idée, je vous invite à lire le document de la fiche de votre fiche, tout simplement. Voilà. Donc je vous laisse prendre connaissance rapidement avec ce document. Donc ce document, c'est un article de loi. C'est la loi dite du 29 juillet 1881 qui fixe quoi ? Qui fixe la liberté de la presse. Bon, très rapidement, un petit peu plus tard, on va mettre des garde-fous à cette liberté de la presse. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, on va interdire certains types de publications, mais dans l'absolu, il y a bien une loi qui est censée garantir la liberté de la presse. S'ajoute autre chose. La diapositive 13 l'illustre. En France, on va aussi avoir une généralisation de l'instruction primaire. On en a parlé déjà dans l'introduction, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais la France va connaître une profonde transformation avec cette généralisation de l'instruction primaire obligatoire. C'est que la France, elle va devenir le premier pays de lecteurs au monde. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs potentiels pour ce qui est écrit. Deuxième point, un boom technologique. L'industrie, elle est en pleine révolution technique, elle aussi. Et cette révolution technique, elle va toucher évidemment le secteur de la publication, de l'écrit, du livre. D'abord, la révolution technique, elle permet de communiquer plus vite, de se déplacer plus vite. C'est la révolution des transports. Et comme on se transporte plus rapidement, on peut diffuser plus rapidement l'information et plus loin. En fait, les journaux vont se mettre à arriver dans les campagnes. Il y a des endroits qui étaient reculés, des endroits qui étaient peu connectés au reste du territoire. Et bien là, désormais, on a des publications qui arrivent. Et voilà. Je vais pas faire une parenthèse dans la parenthèse, ça va alourdir l'ensemble. Et puis, autre révolution technique,
C'est celle de la production. C'est-à-dire qu'on va aussi produire, appliquer les processus de production de masse au secteur de l'écrit. Document 2, page 222. Dans vos livres, vous avez ici une affiche. Alors attendez, je la prends sous les yeux en même temps. Cette affiche, qui est une publicité qui est parue dans le bulletin officiel des maîtres imprimeurs de France en 1933, elle vous montre une machine. Cette machine, elle a été mise au point aux alentours de 1860. Cette machine, c'est une rotative. Bon, vous avez le mot sur l'affiche. La rotative, c'est une machine qui intéresse l'imprimerie. Pourquoi? Parce qu'elle permet, les rotatives, elles permettent d'imprimer en continu. La nouveauté des rotatives, c'est que cette fois, au lieu d'imprimer de façon verticale, en faisant descendre le papier sur la presse, on va tourner. C'est-à-dire qu'en fait, chaque page va être imprimée sur un rouleau qui tourne. Et donc, il suffit de mettre une feuille en amont, et puis ensuite on en met une autre, et ainsi de suite, et du coup, on va beaucoup plus rapidement grâce à ces cylindres. Autre révolution technique, elle est illustrée cette fois par le document 1 de la page 222. Vous avez ici une photographie sur la composition et la préparation des cylindres. En 1880 est mis au point le linotype, L-I-N-O-T-Y-P. En fait, le linotype, c'est une machine qui permet de composer une ligne de texte d'un seul tenant. Avant, c'était le travail du typographe qui devait mettre une par une les lettres sur le plan d'impression. Donc là, on va beaucoup plus rapidement encore. Alors, vous avez un petit paratexte qui va avec le document 1 qui vous aide à approfondir un petit peu la question. Bon, avec les rotatives et avec les linotypes, le progrès technique, il permet ici plus de réactivité, c'est-à-dire qu'on peut imprimer du jour au lendemain. Enfin, on se met d'accord le soir sur un éditorial, sur une ligne, sur des articles, on les a écrits dans la journée, on lance la production en fin de journée, et puis le lendemain matin, vous avez tous ces journaux qui peuvent être vendus. La presse, entre guillemets, la presse, elle va devenir une entité concrète. La presse prend à ce moment-là tout son sens. Alors, la presse, du coup, ça mérite une définition qu'on va recopier à partir de notre livre dans nos cahiers. Le dernier point, l'émergence d'une opinion publique. Pour parler de l'émergence d'une opinion publique, on va s'intéresser au document 3 de la fiche. Au travers des données qui vous sont données ici, des graphiques, du texte, première chose qu'on peut observer, c'est qu'en France, la presse, elle a un gros succès. En fait, de 1880 à 1914, on peut même dire que la France, elle est dans son âge d'or. Il y a de plus en plus de publications. On gagne de l'argent à vendre des publications. Alors, depuis 1836, déjà avant les rotatives, on avait Émile de Girardin, alors Émile E-M-I-L-E, 2 D-E, et Girardin, on remet une majuscule G-I-R-A-R-D-I-N, Émile de Girardin, en 1836, il avait une idée. Son idée, c'était de mettre des publicités à l'intérieur de son journal, de façon à faire baisser les prix et à les rendre plus accessibles. Donc là, vous voyez qu'aux moyens techniques, parfois il y a des moyens économiques aussi qui sont mobilisés pour permettre une presse plus importante. La diapositive numéro 15, elle revient sur l'une des publications qui en France a eu le plus de succès.
et dont vous avez souvent eu l'occasion dans vos manuels de contempler plusieurs de ces illustrations de première page très célèbres. Vous pouvez en retrouver plein dans les foires à tout encore, des numéros de ce quotidien. Ce quotidien, c'est le Petit Journal. Eh bien, le Petit Journal, qui est publié tous les jours, qui a un grand succès, il marque aussi l'avènement du journal à 1 sou. Pourquoi ? Parce que c'est le coût auquel est vendu ce document. Et quand on regarde les différentes unes qui circulent, et notamment celle que je vous ai mis ici, on se rend compte que finalement le Petit Journal, c'est quand même de la vente d'un contenu qui est très racoleur. C'est-à-dire qu'en général, on parle de faits divers ou de divertissement. Ce qui n'empêche pas bien sûr une publication plus politique. Et pendant l'affaire Dreyfus, les unes seront davantage sur cet ordre-là, ou pendant l'incident de Fashoda, par exemple, au Soudan, entre la France et les Britanniques. Eh bien, rappelez-vous, on avait parlé de l'incident de Fashoda en cours. Eh bien, pendant cet incident de Fashoda, le Petit Journal titre sur l'incident. Rappelez-vous la diapositive que nous avions regardée en cours. Bon, allons encore jusqu'au bout, on parle de l'émergence d'une opinion publique. Si on regarde la dernière diapositive que je vous ai donnée ici, la diapositive numéro 16, vous retrouvez sur la fiche aussi cette une très connue, peut-être la plus connue de toutes, parmi toutes celles que vous avez pu avoir dans votre scolarité. C'est la une d'un journal qui s'appelle l'Aurore. A-U-R-O-R-E. Eh bien, l'Aurore, à l'époque, elle est contrôlée par Clémenceau. Et Clémenceau, c'est un politicien radical, de gauche. Il se présente comme ça. Et il donne ici à Émile Zola la capacité d'écrire une lettre au président de la République. Et c'est le fameux « j'accuse ». Eh bien, on est ici dans une presse qui est une presse d'opinion. Et cette presse d'opinion, elle est représentative d'une révolution civique. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que la presse, elle fait partie du jeu démocratique et elle doit permettre aux citoyens de se forger une opinion à la lecture des différents journaux et de participer par là au débat démocratique. C'est-à-dire qu'on a des presses qui sont d'obédience politique différentes et qui vont participer de ces débats politiques. Alors ne nous y trompons pas, parce que ces groupes et ces journaux, ils vont aussi se mettre en rivalité les uns avec les autres pour vendre du papier, et l'affaire Dreyfus est en cela révélatrice. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est juste une affaire d'espionnage, de justice, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a un scandale d'État derrière, mais la presse va mobiliser les deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc on a clairement une presse à charge et une presse à décharge à l'encontre de Dreyfus. Donc ça, il faut le prendre en ligne de compte. Et la presse, et cette presse de masse, elle va participer à l'émergence d'une opinion publique. Voilà, je clôt ici le cours. Vous avez au total près de 2 heures de travail, le temps de prendre en note le cours, de consulter les documents, etc. Et c'est l'équivalent du programme qui est le nôtre, 4 heures par semaine. On a fait ici la moitié de la semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage, et je vous communique bientôt le biais par lequel je vais vous demander de me prendre en photo vos cahiers et de m'envoyer la trace écrite. Voilà, bonne journée à tous et à tous, et bon courage pour ce prolongement qui s'étire et dure. Au revoir.